Merci, Madame la Présidente. Nous discutons aujourd'hui d'une motion conservatrice sur laquelle j'interviens à titre de porte-parole du Bloc québécois en commerce international. La motion conservatrice, elle mélange plusieurs notions, elle mélange plusieurs éléments. Une dénonciation légitime de l'invasion de l'Ukraine, une affirmation de solidarité qui tombe totalement sous le sens. Donc ça, là-dessus, rien à redire. Mais avec la promotion aussi de la construction et l'autorisation de nouveaux gazoducs. La logique paraît implacable. Donc, si la Russie alimente l'Europe en gaz et en pétrole et qu'on veut punir la Russie, le Canada doit se présenter à l'Europe comme une autre source en gaz et en pétrole. Le problème, c'est que cette proposition est irréaliste sur le plan commercial et irresponsable sur le plan politique et sur le plan environnemental. L'importance des hydrocarbures dans l'économie et le positionnement géostratégique de la Russie, c'est indéniable, bien entendu. Les hydrocarbures ont joué un certain rôle dans la sortie par la Russie de la grave crise économique et sociale qui avait ébranlé le pays entre 1990 et 1997, de par les graves politiques néolibérales qui avaient été mises en place à cette époque. La hausse du prix du gaz et du pétrole avait entraîné des recettes fiscales non négligeables pour l'État russe, étant donné la taxe sur les exportations. Mais les politiques économiques mises en place par Moscou à cette époque se limitaient pas seulement, précisons-le, à la seule question des hydrocarbures. C'est certain que à partir du second mandat de Vladimir Poutine en 2004, les entreprises qui œuvraient et qui œuvrent dans le secteur énergétique et qui sont contrôlées par l'État, donc les Gazprom, les Transneft, les Rosneft, ça a pris une place névralgique dans la nouvelle dynamique. L'économie russe dépend cependant pas exclusivement de son secteur pétrolier gazier et ses politiques économiques, elles sont diversifiées. Donc, il ne faut pas penser non plus que ça aurait un effet miraculeux, bien que ça aurait un effet sans doute important que de couper cet approvisionnement. Mais le Canada se vante d'être le premier à avoir interdit l'importation de pétrole russe. C'est pratique. Il n'en importe pas de toute façon depuis 2016. Ça va bien. Donc, revenons quand même à la proposition. La proposition des conservateurs, c'est, dans le cadre d'une motion sur l'Ukraine, de favoriser l'autorisation et la construction de gazoducs. Si on se fie à la teneur, à la teneur des propos de certains élus libéraux aussi, on ne sait pas trop quel sera le vote de nos collègues de l'autre côté de la Chambre, mais il semble y avoir de la sympathie pour l'idée derrière, à tout le moins. Ceux et celles qui suivent les débats parlementaires à la télévision, on vous salue en ce moment, ils peuvent voir au bas de l'écran, c'est écrit « Invasion de l'Ukraine et gazoduc ». C'est le nom, c'est ce que vous voyez en bas. On peut difficilement trouver plus fallacieux comme lien. L'impact sur le conflit en Ukraine de cette motion serait nul. L'Europe n'a pas de problème d'approvisionnement en pétrole et en gaz. Et aucun de ces pays a pris le téléphone pour appeler le Canada à l'aide non plus en cette matière. Dans le cas du pétrole, personne n'évoque la possibilité d'une pénurie. Les pays de l'OPEP ont été très clairs sur le fait qu'ils augmenteraient au besoin leur production. Puis dans le cas du gaz, les banques russes, par l'entremise desquelles les achats énergétiques s'effectuent, elles sont exclues des sanctions. Donc, elles peuvent poursuivre leurs affaires. Dans le cas où il fallait absolument trouver des sources alternatives au pétrole et au gaz russe pour l'Europe, certains pays peuvent agir à court terme. C'est le cas des États-Unis, c'est le cas de l'Algérie, par exemple, qui ont des gazoducs qui sont connectés aux ports permettant l'exportation à l'Europe. Mais ce n'est pas le cas du Canada. Il faudrait plusieurs années pour que le Canada ait le temps d'autoriser et de construire ces gazoducs et qui envoie un petit peu de gaz naturel liquéfié en Europe. Estime-t-on que la guerre en Ukraine va durer 15 ans? On espère que non, bien entendu. La proposition que nous débattons aujourd'hui consiste à vendre du rêve à l'Alberta. Ça s'appelle malheureusement de l'opportunisme, Madame la Présidente. Pire encore, un texte aujourd'hui de Paul Journet, publié dans le journal La Presse, faisait état de la présence d'oligarques russes parmi les investisseurs de la filière des énergies fossiles de l'Ouest du Canada. Ça veut dire que la motion, si on devait l'appliquer, viendrait aider les oligarques russes. C'est aussi simple que ça. Ne faudrait-il pas avoir le même courage plutôt que les Européens et saisir les actifs? Mais là, bien sûr, ça impliquerait au contraire
d'attaquer la religion pétrolière et gazière du Canada. À court terme, la proposition a donc un impact insignifiant dans le meilleur des cas. On peut cependant défendre l'idée pour le moyen et long terme. Je ne dis pas que je suis d'accord, je ne le suis pas, mais je dis que ça se défend. Par contre, si on le fait, c'est à condition de cesser de prétendre qu'il y a un lien avec la guerre en Ukraine. Puis si on le fait aussi, c'est à condition d'être prêt à vivre avec les conséquences. Quelles sont-elles? Conséquences environnementales en premier lieu. Car le gaz naturel, c'est une énergie fossile, une énergie du passé. J'admets volontiers qu'on en a besoin aujourd'hui. Mais est-il plus judicieux de penser un avenir à moyen et à long terme centré sur le gaz naturel ou estime-t-on que la transition énergétique devra être accomplie au cours des 15 prochaines années? Personnellement, et c'est le cas de mes collègues, j'opte pour la seconde option. Conséquences politiques, en second lieu, parce que la proposition assume que la Russie va devoir à long terme être isolée de l'Europe. J'ose espérer qu'advenant un retour de la paix, le but ne soit pas de stigmatiser, de menacer, d'humilier et d'appauvrir la Russie sur le long terme. Qu'est-ce qui arriverait d'ailleurs le cas échéant? C'est certainement pas les intérêts du Canada qui seraient servis, parce que la Russie va sauter dans les bras de la Chine. Si on l'isole, puis ça a été le pari qui a été fait pendant plusieurs années, et on en voit aujourd'hui le brillant résultat, elle va bien entendu aller se coller sur la Chine. Est-ce que c'est ce qu'on veut? Donc derrière l'orientation fondamentalement fauconne de la motion conservatrice, fondamentalement agressive, on vient finalement servir davantage les intérêts de la Chine. Alors qu'on prétend vouloir mettre dans un coin ces puissances soi-disant rivales, on va s'assurer qu'elles deviennent les plus grandes amies du monde. Est-ce que c'est la bonne chose à faire? Évidemment que non. On s'attendait à ce que le Canada utilise la crise pour se positionner en promouvant ses énergies fossiles. On espérait quand même que ça se fasse avec un petit peu plus de subtilité. Parce que là, le Canada, en ce moment, est subtil comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Pensons donc la transition, pensons donc une solution qui véritablement aille dans le sens d'une vraie solidarité avec les Ukrainiens, et ça implique aussi de sortir des sentiers battus et d'éviter les chambres d'écho. Parce que là, en ce moment, on s'apprête à frapper un mur avec une proposition comme ça. Merci, Madame la Présidente. Hey, bravo. Questions et commentaires? Questions and comments? The honourable member for Guelph. L'honorable député de Guelph. Merci, Madame la Présidente. Et merci à l'honorable député d'en face pour son approche logique à la discussion que nous avons aujourd'hui. Quand j'écoute la discussion, je pense que nous avons eu un débat d'urgence, un débat exploratoire lundi soir sur la situation en Ukraine. Là, nous revenons sur des choses sur lesquelles nous sommes tombés d'abord. Par contre, il est évoqué un projet à plus long terme dont on n'a pas discuté. Le député pense-t-il que cela puisse appuyer l'Ukraine? Le député de Saint-Hyacinthe-Bagotte. Je ne crois pas parce que actuellement, personne ne la demande, pas plus qu'à long terme. Donc, si je comprends bien d'ailleurs la question de mon collègue, et je l'en remercie, c'est à l'effet que si on s'entend qu'à court terme, ce n'est pas réaliste de penser que demain matin, presto, il y a du gaz naturel qui va partir en montgolfière pour l'Europe. J'en comprends que c'est ça sa question. Il nous demande si, à long terme, ça peut être plus intéressant. La réponse est malheureusement non, parce qu'à long terme, c'est là où il faut penser la transition. Ce serait possible, ce serait réaliste à long terme. Mais est-ce que ce serait souhaitable? Je ne crois pas. Je pense qu'on est rendu ailleurs. Merci. Questions and comments? Questions et commentaires? Le député de Calgary-Rockeridge. Merci, Madame la Présidente. En Europe, il y a des dizaines de millions de personnes qui dépendent du gaz naturel pour se chauffer. La Russie finance sa machine de guerre avec ses exportations. Je comprends ce que dit le député. Oui, on ne peut pas bâtir un pipeline du jour au lendemain. Mais dans son discours, il semble faire fi du besoin en énergie de l'Europe. Il dit que les pays de l'OPEC peuvent répondre aux besoins, alors que les pays de l'OPEC ont eux-mêmes
exploiter leurs ressources de façon éhontée pour faire pression. L'Union européenne a indiqué clairement qu'il lui faut des partenariats avec des pays comme le Canada en matière énergétique. Le député va-t-il reconnaître que le gaz naturel reste un produit important pour l'économie européenne et que ceci étant, il devrait provenir d'un pays démocratique comme le Canada au lieu de venir de l'OPEC et de la Russie? Je reconnais volontiers que le gaz naturel est important pour l'économie, puis même s'il faudra éventuellement en sortir. Quand on parle de transition, il ne s'agit pas de tout lancer par-dessus bord demain matin. Ce n'est pas ça une transition. On fait les choses intelligemment. Il y a des secteurs qu'on ne veut pas mettre personne à la porte demain matin. On fait les choses de manière planifiée, de manière stratégique, de manière réfléchie. Là est la question. Maintenant, s'il doit provenir, parce que ça a été reconnu même dans la question de mon collègue ici, que les pipelines ne seraient pas, que les gazoducs ne seraient pas construits demain matin. Donc, on est en train finalement de parler de quelque chose d'impossible, d'hypothétique. Je ne comprends même pas pourquoi on évoque à ce moment-là cette solution. Mais s'il doit provenir de pays qu'il qualifie de démocratiques comme ça, de pays démocratiques, j'en ai parlé dans mon allocution, il y a des pays qui actuellement, comme les États-Unis, sont beaucoup plus placés pour faire dès maintenant cet approvisionnement à court terme parce qu'ils ont des gazoducs qui peuvent être reliés à des ports qui, eux, vont procéder à l'exportation. Comments? The honourable member for Vancouver East. Commentaire, le député de Vancouver-Est. Merci, Madame la Présidente. Il est profondément troublant que les conservateurs aient choisi de présenter une motion dans l'axe direct de leurs priorités politiques plutôt que de l'urgence. Le Congrès ukrainien-canadien demande à ce que le Canada accélère les processus d'immigration, accélère la réunification des familles. N'est-ce pas sur ce type de mesures que l'on devrait se concentrer au lieu de parler de pipeline, surtout vu la crise climatique? À 150 %, on est tout à fait d'accord. Ça a été d'ailleurs un de nos axes d'intervention un peu plus tôt à la période de questions. Ça fait partie de nos positions. Il faut travailler là-dessus. Et aussi, s'il faut qu'il y ait des sanctions contre la Russie, il y en faut. Quand on fait une agression comme ça, il faut une réponse, bien entendu. Elles doivent être mieux ciblées. J'avais donné en exemple les oligarques russes qui investissent dans les énergies fossiles de l'Ouest du Canada. Si on vient faire la promotion des énergies fossiles de l'Ouest du Canada, on sert les oligarques russes. Donc, on pourra aussi avoir le courage de faire ce que l'Europe a fait et de saisir cet actif également. On peut prendre une brève question. L'honorable député de Shefford, une brève question. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Mon collègue l'a annoncé, il n'y a pas aucun dirigeant d'Europe qui nous a appelés pour pouvoir justement avoir le gaz canadien. On n'a pas eu d'appel. Et pire que ça, est-ce que finalement tout ce débat-là ne se transforme pas en une grosse opération de greenwashing parce que du pétrole vert puis du gaz vert et autres, ça n'existe pas. Il faut plutôt penser à une transition. C'est ce que même les dirigeants européens nous demandent. Qu'en pense mon collègue? Bref réponse, l'honorable député de Saint-Hyacinthe-Bagotte. La plus brève, effectivement.